Quand la survie prend le pas sur la loi, qui alors est en droit de dire ce qui est juste? Cette question, en apparence si simple, sème aujourd'hui le trouble dans tout le Sahel et bouleverse plus encore le Burkina Faso. Ce pays, parmi les plus pauvres du globe, n'aurait jamais dû cristalliser autant d'attention. Son économie ne pèse guère plus que celle d'une petite ville occidentale. Son armée est épuisée, ses frontières béantes et vulnérables. Pourtant, c'est là que se joue aujourd'hui l'un des feuilletons les plus fascinants et inquiétants de la géopolitique contemporaine. Si l'on regarde l'histoire récente, rares sont les moments où un pays aussi fragile s'est retrouvé au centre de tant de débats. Depuis un peu plus de 2 ans, un nom s'impose. Ibrahim Traoré, jeune officier d'à peine une trentaine d'années. Comment, dans un pays où la légitimité se voulait électorale, une figure considérée comme illégale porte-t-elle aujourd'hui l'espoir d'une grande partie de la population? Ce paradoxe intrigue, dérange et inquiète jusque dans les capitales occidentales, où les analystes, les diplomates et les journalistes scrutent chaque geste du nouveau pouvoir. Pour comprendre cette situation, il faut d'abord rappeler que le Burkina Faso a longtemps été considéré comme un pays modèle de stabilité relative dans une région troublée. Pourtant, les failles étaient tout déjà là, dissimulées sous une surface de normalité institutionnelle. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la rivalité entre militaires et civils. Il s'agit du crépuscule silencieux d'une confiance envers un système hérité, jamais réformé, qui s'effondre sous le poids des crises. Les citoyens ne se demandent plus seulement qui gouverne, mais pourquoi ils devraient encore croire dans des institutions incapables d'assurer sécurité, dignité et avenir. Pour illustrer ce point, pensons à la situation de la région du Sahel dans les années 2000. À cette époque, le Mali, le Niger et le Burkina Faso bénéficiaient encore de l'appui massif de la communauté internationale, de missions onusiennes, de forces françaises et de fonds européens. On organisait des élections à intervalles réguliers et la de bonne gouvernance était le mantra de toutes les conférences internationales. Pourtant, sur le terrain, la réalité était tout autre, et les populations voyaient y peu d'impact concret sur leur vie quotidienne. Dans les villages reculés, la peur de l'insécurité supplante rapidement la confiance dans les promesses de Bamako, Niamey ou Ouagadougou. Face à la montée des périls, à l'impuissance de l'État et à l'éternel retour des promesses brisées, l'urgence de solutions concrètes supplante le respect des formes. Pour beaucoup, le choix n'oppose plus démocratie et dictature, mais survie et effondrement. La popularité d'Ibrahim Traoré n'a rien d'un sacre. Elle révèle que les anciennes règles du jeu n'ont plus prise sur le réel. Cette situation n'est pas unique dans l'histoire. On peut la comparer à celle vécue par l'Italie à la fin des années 1920, lorsqu'un système politique usé s'effondra sous la pression des crises économiques et sociales, ouvrant la voie à l'ascension de figures autoritaires. Fermer les yeux sur cette crise de confiance, c'est risquer de rater l'essentiel des bouleversements en cours au Sahel. C'est aussi, parfois sans le vouloir, perpétuer l'inefficacité des structures existantes et perdre toute capacité d'anticiper les nouveaux équilibres du pouvoir. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter aux racines de la défiance et suivre le fil qui a mené le Burkina Faso jusqu'au bord de la rupture. Ce chemin est long, semé d'embûches, mais il éclaire la crise actuelle sous un jour nouveau. Avant de juger ce phénomène, il faut d'abord comprendre comment l'État burkinabé a perdu la confiance de ses citoyens. Ce délitement ne s'est pas produit en un jour. Il a commencé par de petites fissures, l'incapacité à garantir la sécurité dans certaines zones rurales, la lenteur de la justice, la corruption rampante, l'écart grandissant entre les élites politiques et la population. Au fil des décennies, ces fissures se sont élargies, jusqu'à provoquer un effondrement quasi total du contrat social. Et si la crise actuelle n'était que l'aboutissement de décennies de promesses braves trahies, pour saisir l'ascension d'Ibrahim Traoré, il faut regarder bien en arrière. Et ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le fruit d'une lente désagrégation de la confiance patiemment tissée et tout aussi patiemment détricotée entre population et pouvoir censé les protéger. Un exemple frappant, dans la province du Soum, au nord du pays, des centaines d'écoles ont fermé leurs portes sous la menace des groupes armés. Les parents, désemparés, ont vu leurs enfants privés d'avenir, sans que l'État ne puisse garantir leur sécurité ou leur éducation. À l'indépendance, le pays a adopté la voie post-coloniale classique. Élections à plusieurs partis, coopération internationale, grands discours sur le développement et éloges venus d'institutions occidentales. Sur le papier, tout semblait progresser. La démocratie avançait, l'État se modernisait, les financements affluaient. Mais sur le terrain,
la réalité était tout autre. Les routes restaient donc défoncées, les hôpitaux sous-équipés et la police absente des zones les plus vulnérables. Cette déconnexion entre discours officiel et vécu quotidien a miné la crédibilité des autorités. Année après année, des groupes armés se sont multipliés. Le contrôle de l'État s'est effrité dans des territoires entiers. Des millions de Burkinabés ont dû fuir leur foyer, cherchant refuge là où l'ordre semblait encore tenir. Les écoles fermées, les routes devenaient impraticables, les marchés se vidaient. Malgré ce chaos, les élections se poursuivaient, rituels devenus de plus en plus déconnectés du quotidien. Le contraste est saisissant, alors que tous les 5 ans, les caméras du monde entier filmaient les files d'attente devant les bureaux de vote. Des familles entières fuyaient et la nuit tombée, abandonnant leurs champs et leurs maisons. Pour beaucoup, ce n'était plus qu'une façade. La démocratie existait, mais elle ne protégeait ni la vie ni la dignité. Le scrutin nommait des présidents, mais n'apportait pas de solution. Face à l'insécurité, une lassitude profonde s'est installée. On se souvient des paroles d'un vieux paysan du Yatenga. On nous parle d'élections, mais moi je veux juste que mes enfants aillent à l'école sans avoir peur. Ce cri du cœur résume le fossé qui s'est creusé entre institutions et citoyens. Quand le premier coup d'État militaire a éclaté, il n'a pas été célébré, seulement toléré, par manque d'alternatives crédibles. Même l'armée, longtemps vue comme le dernier rempart, n'a pas réussi à restaurer l'ordre ou à convaincre durablement. Sa légitimité s'est effondrée elle aussi, à mesure que la violence persistait et que les promesses s'envolaient. Cette succession d'échecs rappelle la crise du Liban dans les années 1970, où l'effondrement de l'État a ouvert la voie à une multiplicité de milices et d'autorités parallèles. C'est dans ce terreau de frustration qu'Ibrahim Traoré a surgi. Il n'a pas incarné un nouvel espoir militaire, mais le rejet d'un système entier, vidé de sens et d'efficacité. Sa popularité ne vient pas d'une nostalgie du passé, ni d'une fascination pour la force. Elle signale surtout un vide immense, celui laissé par l'échec de toutes les autres voies, civiles comme militaires, à répondre à la crise. Les citoyens burkinabés, désabusés par les promesses non tenues, ont fini par soutenir celui qui, au moins, semblait agir. Oublier ce contexte, c'est risquer de confondre surface et profondeur, symptômes et causes. La trajectoire de Traoré ne révèle pas seulement un bouleversement politique, c'est un acte d'accusation contre des décennies de gouvernance formelle, déconnectée de la réalité. On retrouve là un schéma déjà observé en Amérique latine, où l'usure du système politique a souvent conduit à l'émergence de figures extérieures perçues comme plus proches du peuple. Pour comprendre ce qui distingue la trajectoire de Traoré, il faut explorer comment la perte de confiance a façonné de nouveaux critères de légitimité. À partir de là, c'est toute la conception du pouvoir qui vacille. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, la population ne juge plus ses dirigeants à leurs diplômes ou à leurs alliances internationales, mais à leur capacité à agir rapidement, même au mépris des procédures établies. Quand la démocratie cesse de protéger, la tentation de rompre s'impose. L'histoire regorge d'exemples similaires. Rappelons-nous la Révolution française, où la légitimité populaire a pris le pas sur la légitimité monarchique, ouvrant la voie à une ère nouvelle, mais aussi à de lourds excès. Ou bien la Tunisie de 2011, où la rue a balayé un régime jugé incompétent et corrompu dans une quête de dignité. Ibrahim Traoré n'a jamais promis la richesse. Dès son arrivée, il s'est adressé sans détour au peuple burkinabé. Pas de rêve doré, mais une confrontation directe avec les menaces. Le terrorisme, la corruption, la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Il a multiplié les discours de vérité, dénonçant les complicités internes, fustigeant l'inaction des élites. Ainsi, lors d'un rassemblement à Bobo Dioulasso, il a déclaré « Nous n'avons plus le luxe d'attendre. Chaque jour perdu, c'est une vie de plus brisée. » Là où la plupart des dirigeants cherchent l'approbation internationale, Traoré parle d'abord à sa population. Il rejette les partenariats de sécurité jugés inefficaces et les institutions régionales qu'il estime déconnectées. Il assume une rupture nette avec les modèles venus de l'extérieur. Ce choix rappelle celui de Thomas Sankara dans les années 80, quand il a préféré l'autosuffisance à l'aide internationale, quitte à s'attirer l'hostilité de puissances étrangères. Le conflit actuel va bien au-delà d'un homme ou d'un gouvernement. Il oppose deux visions de la légitimité, celle issue des urnes et des procédures officielles contre celle qui s'ancre dans l'expérience concrète. Aujourd'hui, la stabilité, la maîtrise du territoire et la dignité collective deviennent les nouveaux critères. La légitimité ne se mesure plus en fonction des règles, mais des résultats tangibles. Si les routes sont à nouveau sûres, si les marchés retrouvent leur animation,
Alors le pouvoir gagne en crédit, quelles que soient comment ses origines. Cette rupture s'amplifie sur les réseaux sociaux. Traoré y devient l'icône d'un leader qui ose défier l'ordre établi. Mais sa popularité est instable. Elle peut s'effondrer au premier revers, à la moindre compromission. Les groupes WhatsApp et Facebook pullulent de discussions enflammées où les partisans célèbrent chaque victoire sur le terrain, mais menacent de se détourner à la moindre déception. Le phénomène ne se limite pas au Burkina Faso. On retrouve ce divorce entre légalité et efficacité à travers tout le Sahel, au Mali, au Niger et désormais bien au-delà. Ce déplacement des repères bouleverse l'équilibre politique régional, remet en cause le rôle des institutions internationales et la capacité des sociétés à reprendre la main sur leur destinée. En Guinée, Mamadi Doumbouya avance les mêmes arguments pour justifier sa prise de pouvoir, tandis qu'au Tchad, Mahamat Idriss Déby impose une transition militaire au nom de la stabilité nationale. Laisser ce fossé s'élargir, c'est ouvrir la porte à une instabilité chronique et au discrédit généralisé. Les sociétés africaines font face à un dilemme crucial, continuer à respecter des procédures impuissantes ou accepter la rupture au nom de la survie collective. Ce dilemme n'est pas propre à l'Afrique. Il a traversé l'Europe à maintes reprises, de la montée des fascismes dans les années 30 jusqu'aux révolutions de l'Est en 1989. Mais cette nouvelle quête de légitimité n'est pas sans risque. Elle pourrait redéfinir tout l'équilibre du pouvoir et imposer des choix douloureux. Le retour à une forme de pouvoir fort, même temporaire, peut certes restaurer l'ordre, mais il risque aussi de saper les libertés acquises de haute lutte. Dans la Russie post-soviétique, l'ascension de Poutine s'est construite sur une promesse d'efficacité et de sécurité, au prix d'un recul des contre-pouvoirs. Une rupture réelle peut-elle se transformer en reconstruction durable, ou n'est-elle qu'un mirage fragile, prêt à disparaître dès le premier choc ? Pour répondre, il faut examiner les expériences passées. En Égypte, l'élan révolutionnaire de 2011 s'est vite heurté à la réalité d'institutions fragiles, ouvrant la voie à une restauration autoritaire. À l'inverse, au Ghana, la transition démocratique menée dans les années 90 a reposé sur la construction patiente d'institutions solides, permettant au pays de résister aux tentations du retour en arrière. Le cas Traoré, au Burkina Faso, défie déjà les pronostics. Pour la première fois, un État réputé instable tient tête à l'ordre international, assume sa marginalité, et pourtant, il tient bon. Ce précédent surprend, inquiète, fascine. Comment une légitimité née dans l'urgence pourrait-elle remplacer la légalité sans précipiter le chaos ? Les débats se multiplient dans les universités africaines, où des chercheurs mettent en garde contre la tentation d'idéaliser la force au détriment du droit. Ici, la société semble accepter l'irrégularité au nom de l'efficacité. La quête de sécurité et de souveraineté prend le dessus sur la confiance dans les institutions classiques. Mais ce choix ouvre une faille. La légitimité populaire suffit-elle ou prépare-t-elle le terrain à des pouvoirs de plus en plus opaques ? Les exemples vénézuéliens et turcs montrent que la popularité ne garantit pas la transparence ni la justice. À Ouagadougou, la fracture entre élite et citoyens laisse place à un alignement inédit. Le discours du chef épouse les frustrations populaires et s'impose comme nouvelle norme. Pourtant, lorsque la colère et le pouvoir ne font qu'un, l'espace du débat se rétrécit dangereusement. La cohésion glisse vite vers le conformisme. L'expérience du Rwanda post-génocide en offre un exemple frappant. La reconstruction s'est appuyée sur une discipline collective, mais au prix d'une restriction des libertés publiques. Dans ce contexte, la légitimité d'urgence devient une arme à double tranchant. Elle concentre le pouvoir dans très peu de mains, érode la responsabilité, rend l'autorité presque insaisissable. L'exception risque de devenir la règle, et la société civile peine à peser face à un exécutif renforcé. Au Soudan, la transition a été confisquée par l'armée, plongeant le pays dans une nouvelle spirale de violence. Pour les pays occidentaux, chaque option se retourne contre eux. Dénoncer Traoré, c'est alimenter le ressentiment et perdre toute influence. Tolérer la situation, c'est banaliser le coup de force et affaiblir l'idée même de démocratie procédurale. Cette impasse rappelle celle des États-Unis face à l'Égypte de Sisi, où le pragmatisme a souvent pris le pas sur les principes. Le jeu international change aussi. La Russie, la Chine, la Turquie avancent leur propre modèle, chacun offrant une alternative à l'Occident et réduisant son emprise sur la région. Le Burkina Faso, longtemps spectateur, devient le terrain d'alliances et d'expérimentations inédites. On voit émerger de nouveaux partenariats, comme le déploiement de conseillers russes ou de projets d'infrastructures financés par Pékin.
Mais le plus troublant, c'est le risque de contagion. Tant que l'écart subsiste entre les procédures officielles et l'expérience vécue par la population, d'autres États pourraient suivre la même voie. La rupture burkinabé n'est peut-être qu'un commencement. À Niamey, à Bamako, à Conakry, des mouvements similaires se dessinent, portés par un même sentiment d'urgence et de défiance. Pour les citoyens, l'enjeu est immense. Voir s'installer des régimes d'exception, perdre les contre-pouvoirs issus de la société civile, s'enliser dans de nouveaux cycles d'instabilité. La soif de changement, nourrie par l'urgence et la frustration, pourrait devenir le terreau d'une vulnérabilité inédite. Les printemps arabes, en leur temps, ont montré combien l'espérance pouvait se transformer en chaos lorsqu'elle n'est pas accompagnée de réformes structurelles. Dans ce climat, une question surgit. Comment transformer cette rupture en une opportunité réelle de reconstruction sans enfermer la société dans une impasse autoritaire ? Des pistes existent. On peut imaginer la mise en place d'assemblées citoyennes, l'élargissement des espaces de débat, la création de médias indépendants pour surveiller le pouvoir. Au Chili, la refonte de la Constitution s'est appuyée sur une consultation populaire, même si le processus a été long et conflictuel. La réponse dépendra de la capacité des sociétés à inventer de nouveaux garde-fous et à ne pas sacrifier leur autonomie sur l'autel de l'urgence. Mais le temps presse. Chaque décision, chaque silence redessine déjà les contours du possible. C'est pourquoi il est essentiel de renforcer les organisations de la société civile, d'encourager l'éducation à la citoyenneté et de promouvoir la transparence à tous les niveaux. Un visage ne fait pas une révolution durable. L'élan populaire, aussi puissant soit-il, doit se muer en institutions solides pour espérer survivre à la passion du moment. Le vrai défi, c'est d'aller au-delà de l'incarnation, construire des règles capables de résister aux tempêtes quand l'enthousiasme s'efface et que la ferveur retombe. L'histoire de la Pologne post-communiste, par exemple, montre qu'une transition réussie passe par la mise en place de contre-pouvoirs efficaces. L'histoire de Thomas Sankara en témoigne. Son aura demeure, mais sa disparition brutale a ouvert un abîme. Sans structure robuste pour prendre le relais, le rêve collectif s'est effondré, laissant place au désenchantement et à l'instabilité. Ce traumatisme hante encore la mémoire nationale, rappelant que le charisme d'un homme ne suffit pas à bâtir un avenir. Une transformation centrée sur un homme, aussi charismatique soit-il, expose tout un pays à la précarité. Lorsque la disparition d'un leader suffit à tout faire vaciller, c'est le signe que les fondations sont fragiles. L'espoir sans relais institutionnel meurt vite. On se souvient du Venezuela après la mort de Chavez ou de la Libye après la chute de Kadhafi. L'absence de structure solide a précipité le chaos. La légitimité populaire sans garde-fou devient explosive. Elle peut balayer un ordre injuste, mais aussi ouvrir la voie à de nouveaux abus. À l'inverse, des procédures vides, incapables de produire des résultats concrets, n'engendrent que défiance et résignation. Trouver l'équilibre est vital. La souveraineté doit s'accompagner de responsabilité. L'efficacité ne doit jamais signifier la fin de la liberté. La Corée du Sud, sortie de la dictature dans les années 80, a réussi ce pari grâce à l'essor d'un mouvement citoyen exigeant. Pour restaurer la confiance, il ne suffit plus de réclamer des miracles immédiats. Il faut des institutions conçues pour durer, pour encadrer le pouvoir et l'exposer à la critique. Seule cette exigence permet à la rupture de guérir, plutôt que de précipiter un effondrement ou un retour à l'autoritarisme. Une réforme de la justice, la protection des lanceurs d'alerte, la décentralisation effective, autant de chantiers qui demandent du temps et du courage. Au Burkina Faso, ce choix est crucial. L'échec de la transition signifierait stagnation ou nouvelle dérive autoritaire, avec des répercussions bien au-delà des frontières. L'ensemble du Sahel pourrait en être secoué. Les voisins, attentifs, observent chaque décision de Ouagadougou, prêts à s'en inspirer ou à s'en méfier. Alors comment fixer l'exigence de résultat ? Où placer la barre entre rupture salvatrice et rupture destructrice ? Le véritable test sera la capacité de la société à imposer une exigence de durabilité. Bâtir non pas un mythe, mais des institutions qui survivent aux hommes, protègent les libertés et restaurent la dignité sur le long terme. En Afrique du Sud, la sortie de l'apartheid a été possible grâce à la création d'une constitution inclusive et d'instances de réconciliation, démontrant que la rupture peut déboucher sur une reconstruction, si elle s'appuie sur des fondements solides. Mais même la meilleure architecture institutionnelle ne garantit rien si elle n'est pas investie par la société,
Qui alors portera cette exigence de durabilité et saura la défendre contre les dérives du pouvoir? C'est ici que chacun, citoyen, journaliste, enseignant, chef religieux ou simple ouvrier, peut jouer un rôle. L'engagement civique, la vigilance et la solidarité sont les piliers d'un avenir plus stable. Et vous, pensez-vous que la confiance se répare par des procédures ou bien par des actes concrets et visibles? Cette question mérite d'être posée partout, dans chaque quartier, chaque village, chaque famille. Car la démocratie, comme l'a écrit Amartya Sen, n'est pas seulement une affaire d'institution, mais de culture du débat et de respect mutuel. Aujourd'hui, la légitimité ne se limite plus à suivre des règles ou à organiser des élections régulières. La question est devenue brûlante. Qui, dans l'urgence, incarne l'intérêt commun, qui protège vraiment la population quand la peur et la colère supplantent les promesses? De la rue de Ouagadougou à la brousse du Gourma, la réponse n'est jamais simple, et elle évolue au rythme des crises. La trajectoire d'Ibrahim Traoré l'illustre sans détour. Au Burkina Faso, comme dans de nombreux autres pays africains, la rue ne veut plus de discours solennels ou de signatures au bas d'une constitution. Beaucoup choisissent désormais l'efficacité, la réponse immédiate, au détriment parfois de la légalité formelle et des institutions héritées. Ce même élan a animé les Gilets jaunes en France, les Indignados en Espagne, ou encore les manifestants du Liban. Mais cette préférence a un coût. Redéfinir la confiance sans les garde-fous du droit, c'est exposer la société à de nouveaux dangers. Tentation autoritaire, exclusion des voix minoritaires et montée de la force brute là où le consensus devrait prévaloir. Les exemples du Soudan, de la Centrafrique ou de l'Éthiopie rappellent que la dérive n'est jamais loin lorsque la vigilance faiblit. Si l'on ne s'interroge pas collectivement, on risque de laisser d'autres, militaires, élites, puissances étrangères, imposer leur propre définition de la souveraineté. Toute une génération pourrait se retrouver prisonnière de choix faits sans elle, pour elle. Il est donc urgent de rouvrir le débat, d'écouter les voix divergentes, de respecter la pluralité des opinions. Alors, comment retisser ce lien de confiance? Faut-il miser sur des actes forts pour refonder le pacte social ou s'appuyer sur une reconstruction patiente de la base au sommet? Peut-on imaginer des forums populaires, des conseils de quartier, des plateformes numériques pour permettre à chacun de s'exprimer et d'être entendu? L'exemple du Porto Rico post-ouragan. Maria montre que la résilience naît aussi de la mobilisation des citoyens ordinaires. Votre avis est crucial. Dites en commentaire ce que la légitimité signifie pour vous, là où vous vivez, et ce que vous attendez des dirigeants de demain. Car l'avenir de l'Afrique ne se décidera plus seulement dans les palais présidentiels ou sur les champs de bataille, mais dans la capacité de ses citoyens à inventer, ensemble, de nouvelles règles du jeu. Il appartient à chacun d'entre nous de refuser la fatalité, de défendre la dignité et d'oser rêver à une société plus juste où la confiance ne serait plus un mirage mais une réalité partagée. La question reste ouverte mais la réponse, elle, commence ici.